Intellectuels, et paysans, la lutte est engagée. Debout par... Ô Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut. Aux camarades, jeunes et vieux, aux camarades, femmes et hommes, le temps qui vient de naître, et gloire et liberté. Ô Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut. Soyons héros sur les chantiers, dans les usines, dans les bureaux, sachant dire oui au sacrifice, montons la vigilance, partout à tout moment. Ô Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut. Ô Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut. Révolution, je t'ai donné ma vie au socialisme vainqueur. 22 août, victoire du peuple, demain l'Afrique entière sera de ton naissance. 22 août, victoire du peuple, l'Afrique entière demain suivra ton beau chemin. Amen. Anciens, tous maliens. Originaire des Moambori, elle a une maîtrise en anglais, un master 2 en journalisme, communication et une licence en marketing et management des entreprises. Aînée d'une famille de 5 enfants et mère d'un petit garçon. Assia, qui a toujours été éprise de justice et de paix, est aussi une farouche révolte contre les emprises, les jugements et les condamnations de la société qui, selon elle, fait aujourd'hui plus de mal que de bien. Depuis toute jeune, Assia est une amoureuse des langues et sa passion pour l'écriture s'est déclenchée au lycée à travers les livres de son idole Aimé Césaire. À l'université, elle fit la connaissance des plus grandes figures afro-américaines comme Langston Hughes, Martin Luther King, Malcolm X, Harriet Tubman, Rosa Parks, Marcus Garvey, Frederick Douglass et beaucoup d'autres personnes qui ont joué un rôle indéniable dans l'abolition de l'esclavage. Femme des lettres, la très révoltée Assia aime surtout s'attaquer aux sujets sensibles et tabous avec une très grande essence. Son tout premier essai, intitulé « Quand la pureté agente l'ordure », est la preuve irréfutable que sa plume est aussi engagée que turbulente. Dans le livre en question, son discours pourtant serait non catégorique à propos de l'exploitation cruelle de l'Afrique par l'Occident via la servilité des chefs d'État africains, la commercialisation de l'école, la délinquance juvénile, l'intolérance religieuse, la chasse aux albinos et bien d'autres a connu un énorme succès auprès des lecteurs et des médias avant même le lancement. Cette même plume audacieuse et impétueuse est en train d'écrire un roman à la hauteur de ses attributs, un livre qui lui aussi lèvera bientôt la voile sur plusieurs masques. Dénoncer le mal en invitant le bien à travers le verbe et l'encre, telle est la devise d'Assia Boukari Meïa. Une ancienne élève de ce lycée, j'ai fait ma 11e et ma terminale au lycée Mami Sidibé de Kati. D'où le choix de ce lycée pour mon premier café littéraire. Voilà. Parce que je me suis dit quand même que c'est une reconnaissance, voilà, que je ferai à cet établissement en faisant ici mon premier café littéraire. Et je suis également contente du fait que vous soyez sortis massivement. Vous n'avez pas été prévenus à l'avance parce que moi également j'ai été surprise. Voilà. On n'a pas eu assez de temps. Ok. Donc, cette œuvre autour de laquelle nous allons discuter aujourd'hui, c'est une œuvre qui... C'est comme si je peux m'exprimer en ces termes, je pourrais dire que c'est le fruit de mes entrailles. Parce que c'est le fruit de 9 années de travail. Puisque les fruits des entrailles, on porte ça pendant 9 mois. Mais moi, j'ai porté ça pendant 9 ans.
Voilà, donc c'est le travail minutieusement fait et une réflexion très très profonde, un sens de l'analyse très très profond également qui ont fait ce travail. Alors, il tourne ce livre autour de 6 chapitres. Il tourne autour de 6 chapitres. Donc, dans le premier chapitre, je parle à l'Afrique. D'abord, le premier chapitre est intitulé « Les larmes de l'opprimé eux-mêmes ». Voilà, donc, dans les larmes de l'opprimé, je m'adresse à l'Afrique comme à ma mère. Avant de rentrer dans les détails, je pense que je vais d'abord faire mention des 6 chapitres qui sont là-dedans. Le premier, c'est « Les larmes de l'opprimé ». Le deuxième, c'est « Justice, réveille-toi ». Le troisième, c'est une réplique au discours de Nicolas Sarkozy qu'il a tenu à Dakar en disant que l'homme noir n'a pas su marquer l'histoire. Voilà, le chapitre 4, c'est la chasse aux albinos. Chapitre 5, l'islam et terrorisme. Chapitre 6, la mort de Kadhafi. Voilà. Donc, pour revenir au chapitre 1, là-dedans, je m'adresse à... C'est bien que ce soit un essai, je l'ai écrit avec une forme poétique. Voilà, ça c'est moi ça, parce que je suis une femme très émotive, donc voilà. Alors, je parle à l'Afrique comme à ma mère et je vais vous lire du fait que vous n'avez pas eu le temps d'exploiter le livre. Je vais, à chaque chapitre que je vais expliquer, je vais lire un petit détail pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, parce que je ne peux pas expliquer le livre à quelqu'un qui ne l'a pas lu, donc c'est un peu compliqué, si vous le permettez. Voilà, donc je m'adresse à l'Afrique comme à ma mère, une Afrique. Déjà, le titre du livre, c'est « Quand la pureté engendre l'ordure ». Et la pureté ici, c'est quoi? La pureté, ça représente l'Afrique. L'Afrique qui est riche sous toutes les formes et sur tous les plans. Voilà. Mais qui a engendré des mauvais dirigeants, des dealers que moi j'appelle leaders. Parce que pour moi, un leader, c'est pas ce que représentent certains de nos dirigeants africains. Voilà. Donc, nous sommes dans une Afrique dépouillée de ses ressources, une Afrique exploitée, oppressée, tout simplement parce que nous n'avons pas de bons dirigeants. Et pourquoi j'ai commencé par ce texte de Modibo Keïta tout à l'heure? Parce que les 2 derniers couplets, quand il dit « 22 août, victoire du peuple, demain l'Afrique entière sera de ton essence ». Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une actualité. C'est une actualité dans la mesure avec le colonel Assimi Goïta et son équipe. Aujourd'hui, ils ont fait du Mali un pays admiré par tous. Le Mali est sur les lèvres de tout le monde aujourd'hui. Donc, nous qui étions la risée universelle, je peux m'exprimer ainsi, nous sommes aujourd'hui honorés par tout le monde. Voilà. Et dans le dernier, il dit 22 août, victoire du peuple, l'Afrique entière demain suivra ton beau chemin. Et ça aussi, c'est une actualité parce que je pense que l'Afrique est en train de prendre son indépendance à travers le Mali. À travers le Mali, l'Afrique est en train de prendre, d'avoir une séance de conscientisation, de sensibilisation. Le Mali est un espoir pour toute l'Afrique aujourd'hui. Voilà, donc d'où le choix de ce texte. Je sais qu'il y a des gens, parce que ça a été écrit depuis l'époque de Modibo Keïta, donc c'est pas évident que tout le monde en prenne connaissance. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Ok. Maintenant, je vais lire un petit détail dans le premier chapitre, les larmes de l'opprimé. D'abord, avant de lire, j'ai fait mention du fait que l'Afrique est considérée comme un continent esclave aujourd'hui à cause de ces dirigeants qui ont vendu les intérêts de cette Afrique à l'Occident. Et j'ai également parlé du programme scolaire parce que nous, aujourd'hui, moi je pense que notre programme scolaire, il est nul. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font la terminale ici. Au bac, en général, il y a je parle également sous le contrôle des enseignants. Au bac, on donne le Brésil et ses alliés,
on nous parle du général de Gaulle au second cycle, on nous parle de Pierre et Marie Curie, mais je pense que c'est ridicule, je pense que c'est une manière franchement de nous dénigrer, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On ne peut pas venir nous parler de Pierre et Marie Curie, du Brésil et alliés, pendant que nous ne connaissons pas l'Afrique, nous ne connaissons pas nos rois, nous ne connaissons pas nos exploits, nous ne savons même pas ce que nous sommes. Voilà, donc il n'y a aucun pays de l'Occident qui va valoriser autant l'Afrique. Dans les autres pays, on dénigre plutôt l'Afrique. Mais je ne comprends pas pourquoi nous, dans nos programmes scolaires, on nous impose ça. Nous avons beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes engagées qui ont écrit pour l'Afrique, qui ont magnifié l'Afrique. Mais à l'école, on ne les connaît pas. Donc, j'ai mis l'accent sur cela. Et maintenant, je vais vous lire un petit extrait du chapitre 1. Donc, au nom de mes frères, ici c'est à l'Afrique que je m'adresse comme à ma mère. Au nom de mes frères qui te rendent de plus en plus malheureuse, je te demande pardon, ô mère si innocente et pure. Au nom de tes enfants qui sont si fiers de toi, je m'adresse à toi, ô mère digne de confiance. Tu es sans doute le plus beau continent et visiblement le plus dénigré. Ceux qui n'ont pas eu le bonheur de te connaître ont une image péjorative de toi. Alors que l'art et la culture sont à toi, maman. Les contes, les devinettes, les énigmes et la danse au clair de la lune sont à toi, maman. Le respect de soi, celui des aînés, l'amour, la fraternité sont à toi, maman. La fierté, la dignité, l'hospitalité et l'intégrité sont à toi, maman. Le partage, la fidélité et le pardon sont à toi, maman. Personne ne pourra citer toutes tes valeurs si inépuisables. Tu es le symbole même de l'autosuffisance, mais tu n'as jamais pu être autonome malgré la fertilité de tes terres et surtout tes richesses culturelles. Chaque année, on fête ta supposée indépendance alors que tu demeures sous un autre joug. Esclave de ceux qui tirent profit de toi pour s'enrichir et te dévaloriser ensuite. Esclave de ceux qui participent à ta perte pour leur propre intérêt. Esclave de leur laxisme, de leur complexe d'infériorité, de leur manque d'audace, d'ambition et de charisme. Je m'arrête là. Voilà. Donc ça, c'était un extrait du chapitre 1. Maintenant, dans le chapitre 2, intitulé « Justice, réveille-toi », je fais allusion aux fonctionnaires, aux mauvais fonctionnaires de l'État. Parce que dans le service public, il y a un problème que peu de gens soulignent. Les stagiaires, par exemple, ils sont exploités. Les stagiaires, on les a transformés en coursiers ou en faiseurs de thé. Quelqu'un qui part dans une structure pour apprendre, et au lieu de lui faire apprendre les choses pour lesquelles il ou elle est venu, on fait de lui un faiseur de thé ou un coursier. Donc je trouve que c'est abominable. Voilà. Il y a également le fait que, c'est vrai qu'ils se plaignent tout le temps pour dire qu'ils n'ont pas un bon salaire. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que ce petit salaire-là, il le mérite aussi? Parce que moi, je pense qu'il y en a qui ne le méritent pas. J'ai eu à travailler avec certains qui, au lieu de venir au bureau à l'heure, se permettent de venir à 10h, souvent même à 11h, pour faire juste acte de présence, et à 14h, ils sont déjà rentrés. Et maintenant, à la fin du mois, ils sont pressés de percevoir leur salaire. Et je dis que ça, c'est pas un acte de bon citoyen. Voilà. C'est vrai que l'État a ses défauts, mais nous aussi, nous devons franchement mettre la main à la pâte. Voilà. Donc, après ce point, j'ai parlé également du recrutement. Vous allez m'excuser du terme parce que je suis du genre à dire ce que je pense. Voilà. Du recrutement de certains tarés dans l'enseignement. Voilà. Et je suis entourée d'enseignants. Ma mère, d'abord. Voilà. Ma mère, elle est enseignante. Et il y a beaucoup d'enseignants ici aujourd'hui. Mais je pense que c'est parce qu'ils méritent le statut d'enseignant qu'ils sont là. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne méritent pas ce statut. Parce qu'il y a des enseignants aujourd'hui plus tarés que ceux qu'ils prétendent encadrer. Et ça ne peut être qu'un fiasco. Ça peut être, on ne peut pas, moi par exemple, il y a ma nièce,
quand elle faisait la 6e année, elle est venue me dire, Tante Aya, dis-moi, est-ce que c'est pas le rhume qu'on dit? J'ai dit oui. Elle m'a dit, mais mon maître aujourd'hui, il a dit la rhume. Vous voyez? Non, mais c'est scandaleux. Elle était effrayée, la petite. Mais franchement, donc il y a beaucoup de cas comme ça. Et j'ai déjà causé également avec un enseignant du lycée qui se dit prof d'anglais. Mais en anglais, non, mais il parlait tout sauf anglais en fait. Et il avait des classes de terminale. Mais comment ces élèves-là, vous, écoutez, vous qui êtes dans les écoles publiques, écoutez et faites moins de bruit. C'est pour vous que je suis venue aujourd'hui parce que c'est nous qui sommes enfants de pauvres, c'est nous qui avons tout à perdre. D'accord? Donc vous feriez mieux, s'il vous plaît, d'arrêter votre petite causerie et d'écouter ici. Voilà. Donc, les enseignants qu'ils vous envoient, si c'est pas bon, vous dites que c'est pas bon parce que au lieu d'apprendre, ça vous abrutit davantage. Et aujourd'hui, nous assistons à une vague d'écoliers et d'étudiants qui sont abrutis, qui ne peuvent même pas prononcer 2 bonnes phrases en français. C'est scandaleux. Et on met la faute sur vous, les élèves et étudiants. Alors que nous également, on est passé par là. Et lui, il est là, monsieur le censeur. Et il m'a connu en 2002. J'ai fait le bac ici. Il était professeur d'anglais. Voilà. On ne peut pas le comparer. C'est pas parce qu'il est ici. On ne peut pas le comparer à plusieurs pseudo-professeurs d'anglais d'aujourd'hui. Je suis désolée. Voilà. Donc, pour passer sur ça, il y a également les notes sexuellement transmissibles. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. Voilà. Et là, je m'adresse aux enseignants. Comme vous n'aimez pas, les sexistes n'aiment pas là. Les enseignants mal. Voilà. Parce que c'est votre travail, ça. Bon, pas tout le monde, hein. Ceux qui n'ont pas la pédagogie, je veux dire. Donc, essayez de faire la cour à son élève qui n'a pas de niveau pour tout simplement lui donner des notes qu'elle ne mérite pas. Et vous, les filles qui êtes ici, n'acceptez jamais cela. Parce qu'on peut profiter de vous, vous accorder des notes que vous ne méritez pas. Mais comme on le dit en jargon, pouce-pouce s'arrête au mur. Parce que arrivé à un niveau, vous n'allez plus pouvoir obtenir le bac ou en tout cas vous allez rester là où vous êtes. Et lui, pendant ce temps, il aura bien profité de vous. Maintenant, je vais vous lire également un petit extrait du chapitre 2. Excusez-moi. J'avais énuméré ça ici. Oui. Ok, d'accord. Merci. Donc, comme je viens de taper sur les enseignants qui ne sont pas dignes d'être enseignants, maintenant, je vais rendre hommage à ceux qui sont dignes d'être enseignants. Dans le chapitre 2, je voulais le faire dans la conclusion, mais je pense que comme ça fait partie du chapitre 2, je le ferai maintenant. Concernant les enseignants dignes de ce titre, je vous adresse les louanges les plus exaltantes. Que mon cœur saigne face à chaque injustice commise à votre égard. Vous êtes ceux que le monde entier doit vénérer, cependant vous demeurez les plus ridiculisés, les moins enviés. Quel est donc le péché commis pour mériter ce traitement, illustres et dignes éducateurs? Je vous respecte parce que je vous dois tout. Quelle est la couche que vous n'avez jamais servie? Éducateur de base, je m'incline devant votre patience, votre générosité d'âme, votre pédagogie, votre altruisme. Recevez mes salutations avec amour et respect, car vous êtes les vrais parents. Ceux qui éduquent et corrigent, ceux qui aiment et soutiennent sans condition, ceux qui mettent les parents démissionnaires devant le fait accompli, ceux sans qui il n'existera aucune personnalité, ceux sans qui le sommet s'écroulera, car si la base est mauvaise, tout le cycle va subir les conséquences. Vous êtes de ceux qui font les joyeux tout en restant malheureux. Père
personne ne veut vous donner la main de sa fille parce que vous êtes condamné à vivre dans la pauvreté. Et votre famille sait ce que c'est que la misère. Ceux qui croient qu'être enseignant est un échec se trompent. Il faut un cœur propre aux anges pour pouvoir exercer cette profession. À vous, enseignants du secondaire et du supérieur, je vous salue avec la plus grande distinction. Vous êtes les détenteurs de tous les savoirs, de la science en passant par les langues jusqu'aux arts. Merci pour vos très longues années d'études, rien que pour transmettre vos dons avec la plus grande aisance. Votre génie vous ouvre toutes les portes, mais vous avez choisi l'enseignement, une réelle vocation. Donc, un sacerdoce pour partager vos expériences. C'est avec vous que les rêves deviennent réalité. Vous inspirez le goût de la recherche et de la particularité dans le cœur de vos étudiants. Vous imposez le respect et l'admiration par la puissance remarquable de votre quotient intellectuel, car on dit que l'intelligence est la capacité d'adaptation de l'esprit à une situation. Mon vocabulaire n'est pas assez développé pour vous donner tous les attributs mérités. Même les chefs d'État ont un jour croisé les bras face à vous. Les plus grands diplomates ont dévié votre regard. Hélas, aucun métier n'est aussi digne que l'enseignement. Aucun être n'est aussi valeureux que l'enseignant. Voilà, donc je m'arrête là. Merci. Donc ça, c'était un extrait du chapitre 2. Maintenant, dans le chapitre 3, j'ai fait une réplique au discours de Nicolas Sarkozy qui a dit qu'en Afrique, en fait, l'homme noir n'a pas su marquer l'histoire. Voilà. Donc, j'ai donné des exemples d'hommes noirs qui ont marqué leur époque. L'Afrique a toujours été le berceau de l'humanité. Donc, l'histoire, elle a commencé par l'Afrique et elle finira par l'Afrique. Donc, c'est une insolence que de venir dans un pays africain et de dire sur la mémoire de nos ancêtres que l'homme noir n'a jamais su marquer l'histoire. Donc, c'est une très très longue réplique. C'est d'ailleurs le chapitre le plus long du livre. Voilà. Donc, je vais juste vous lire un petit extrait. C'est la page 53. Voilà. D'accord, oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Voilà. Il a dit, je vais vous lire ce que lui, il a dit et une petite partie de ma réplique. Il a dit, je cite entre griffes, le colonisateur est venu. Il a pris, il s'est servi, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a dépouillé le colonisé de sa personnalité, de sa liberté, de sa terre, du fruit de son travail. Il a pris, mais je veux dire avec beaucoup de respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des terres vierges. Il a donné sa peine, son travail, son savoir. Je veux le dire ici, tous les colons n'étaient pas des voleurs. Tous les colons n'étaient pas des exploiteurs. C'est Nicolas Sarkozy qui a parlé comme ça. Voilà donc un extrait de ma réplique. J'ai dit, quand j'ai lu ce passage, je ne savais pas si je devais pleurer ou rire ou me cogner la tête contre le mur. Tel l'affront était grand. Et vous osez prononcer le mot respect après tout cela? Pourquoi tant de haine, monsieur Sarkozy? Qu'est-ce que le colonisateur a bien pu donner comparé au fait qu'il a pris jusqu'à l'honneur de l'homme noir? Vous osez mesurer cette torture, cette chosification, ce traumatisme et toutes les horreurs vécues par nos aïeux pour un vulgaire pont qui également était le fruit de leur sueur à travers des corvées. De quels hôpitaux parlez-vous? Cette industrie pharmaceutique qui s'épanouit en tuant, cette industrie pharmaceutique est alliée, qui ne survivent qu'avec la création des virus et des autres agents hautement pathogènes. Cette médecine moderne qui prescrit des médicaments bourrés de produits nocifs
qui en guérissant un mal engendre 1000 maux. Ces compositions toxiques, ennemies du cœur, du foie, des reins ainsi que tous les organes vitaux. Vos pseudo-vaccins testés sur les souris chez vous et sur des humains en Afrique tuent plus que l'arme à feu, selon plusieurs témoignages, même si personne n'est encore parvenu à le prouver publiquement. C'est ce que vous osez comparer à la dignité de l'homme noir, alors que vous-même avez reconnu le fait que le colonisé fut dépouillé de sa personnalité, de sa liberté, de ses terres, du fruit de son travail. Voilà ce qui me fait conclure que votre discours était plutôt une stratégie de banalisation du crime commis par vos ascendants. En voulant faire croire que vous avez honte à leur place, vous avez juste dévoilé votre véritable position. Donc voilà, ça c'était un extrait de la réplique à Nicolas Sarkozy. Maintenant, on va aborder le chapitre 4 que j'ai intitulé « Non à la chasse aux albinos ». Voilà, donc je sais que... Est-ce qu'il y a des albinos ici? Non, ok. Vous savez ce que c'est qu'un albinos quand même? Voilà. Donc, l'albinisme, c'est une anomalie parce que leur peau n'a pas ce qu'on appelle la mélanine. Voilà, donc c'est ce qui les expose au cancer de peau et à beaucoup d'autres maladies qui fragilisent également leur vue. Mais ils ont la même intelligence que nous, ils ont les mêmes, c'est-à-dire nous avons les mêmes atouts, on ne vaut pas mieux qu'eux. Voilà. Mais malheureusement, on nous a fait croire que les albinos ont quelque chose de sacré. C'est-à-dire que les cheveux d'albinos ou la peau d'un albinos ou le sang d'un albinos a quelque chose de sacré. C'est ce qui les expose aux méchants. Voilà. Lors des élections, par exemple, ils sont beaucoup sacrifiés, les albinos. Voilà. Et même avant-hier, ou je sais pas, dans cette semaine même, on a tué une petite fille albinos ici au Mali. Elle n'avait que 2 ans. On l'a sacrifiée. Oui. En Tanzanie, au Cameroun et partout en Afrique, les albinos sont sacrifiés. En Tanzanie, sur RFI, j'avais déjà suivi un documentaire dans lequel il y avait un espace pour vendre les organes d'albinos. Si tu as besoin du cœur d'un albinos, on te le vend. Tu as besoin de sa peau, tu as besoin de ses yeux, on te les vend. Voilà. Donc, c'est un crime contre l'humanité. On n'a pas besoin d'être albinos pour plaider la cause de ces personnes. Parce que comme moi je l'ai dit dans le livre, moi je suis pour la cause des faibles. Je ne suis ni pour les blancs, ni pour les femmes, ni pour les noirs, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Ni pour les riches, ni pour les pauvres. Je prends spontanément position pour ceux qui subissent l'injustice. Et je pense que ces chers albinos, ils subissent une injustice. Voilà. Donc, à eux également, j'ai rendu un hommage. Je ne sais pas si je dois appeler ça hommage ou quoi, mais je vais lire un peu. Oui, vous m'appelez albinos et je réponds fièrement à ce nom. Dans nos veines coule le même sang. Dans nos poitrines bat le même cœur. Dans nos têtes se trouve la même raison. Par le même Dieu, nous avons tous été créés. Ne me repoussez donc pas, chers frères. Ne crachez pas à mon passage. Ne récitez pas de versets contre moi. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Je ne suis pas un sorcier. Et aucune formule ne vous mettra à l'abri d'avoir un enfant comme moi. Le physique et la couleur ne sont que façades. Parce que la véritable beauté nous vient de l'âme. Maman, ma petite mère chérie, toi qui es censée me protéger même quand tout le monde me tourne le dos, toi qui es chargée de soulager mes peines en séchant mes larmes, pourquoi me fais-tu pleurer en refusant m'obéir, petite maman? Moi, j'ai besoin de toi, de ton amour, de tes câlins. Maman, je supporte tous les rejets, mais pas le tien. Petit papa de mon cœur, tu es celui qui m'a donné la vie. Je n'ai que toi, papa chéri. Pourquoi, après m'avoir conçu, tu me tournes le dos? Pourquoi je te fais honte, mon petit papa? Je ne suis qu'une victime de ton ascendance ou celle de maman. Je te prie de ne pas me refuser le droit à l'instruction, tout simplement parce que je suis différent. Je te supplie de ne pas torturer ma petite mère parce que tu as honte de moi. Ma peau a juste besoin de plus de soins et surtout d'être à l'abri du soleil.
J'implore ta clémence, ô toi, chasseur d'albinos. J'ai plus peur de toi que de la mort elle-même. Sous mon regard impuissant, tu as ôté la vie à mes aînés. Sous mon regard impuissant, tu as coupé mes cheveux pour les vendre. Tout comme le monde se trouve entre les mains du Très-Haut, ma vie dépend de toi. Donc, j'ai eu cette inspiration quand j'ai regardé le reportage en question. Parce que j'ai vu une femme qui a dit que son époux l'a répudiée tout simplement parce qu'elle a eu un enfant albinos. Donc, elle n'avait pas le droit d'allaiter cet enfant en question. Et comme elle l'a allaité, elle a été répudiée. Voilà. Donc, ça, c'était le chapitre 4. Maintenant, le chapitre 5, c'est l'islam et terrorisme. Et ça également, c'est une actualité. Aujourd'hui, qui parle de l'islam fait allusion plus ou moins au terrorisme. Et il y a beaucoup d'islamophobes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont contre l'islam parce que soit les mauvais musulmans, c'est-à-dire qui ont une mauvaise interprétation de l'islam, eux qu'on appelle les extrémistes, eux ils ont créé des islamophobes. Il y a également toute une politique derrière cette cause-là. Voilà. Donc, je veux faire savoir aux uns et aux autres que le terrorisme, il n'a rien à voir avec l'islam. Le terrorisme est une autre chose. Comme l'a dit aujourd'hui au Britannique militaire, mon confrère qui était là-bas au café littéraire, les terroristes, eux, ils sont là pour semer la terreur dans le monde. Tandis que l'islam est une religion de paix. Voilà. Donc, ici aussi, je veux lire un petit passage. Les narcotrafiquants se sont emparés de nos terres. Ils tuent nos soldats tout en rendant veuves leurs épouses et orphelins leurs enfants. Ils violent la mère devant le fils tout en lui imposant de regarder la scène effroyable. Ils abusent de l'épouse en s'assurant que son mari soit présent lors de la sale besogne. Ils violent les enfants de 12 ans jusqu'à ce que mort s'ensuive. Nous sommes les mécréants et eux les croyants. Ils adorent Dieu et nous le diable. Ils adorent Dieu en brûlant les lieux où on invoque ce même Allah. Ils adorent Dieu en détruisant les mausolées. Ils adorent Dieu alors qu'ils ne respectent même pas les 5 prières quotidiennes. Ils adorent Dieu en dépouillant l'orphelin. Ils adorent Dieu en frappant la veuve. Ils adorent Dieu en condamnant l'innocent. Ils adorent Dieu en mangeant l'illicite. Ils adorent Dieu avec des milliers de bouteilles d'alcool. Ils adorent Dieu avec des tonnes de cocaïne, de marijuana, quotidiennement. Ils adorent Dieu en se permettant de juger à tort les autres des fautes commises par eux-mêmes. Le Mali entier pleure, mais la partie nord agonise. Dans le nord de mon pays, les femmes, les hommes et les enfants ont été égorgés comme des poulets. Dans le nord du Mali, même le bébé femme crame pour sa virginité. Dans le nord de mon pays, les bombes coulent à flot. Dans le nord du Mali, les cadavres de mes frères gisent sur le sol. Dans le nord de mon pays, les écritures saintes ont été brûlées. Nos manuscrits de grande valeur ont subi des dommages. Ils volent nos bétails, pillent nos biens, violent les droits. Voilà, donc ça c'était un extrait du chapitre 5, Islam et terrorisme. Et il faut savoir que lorsque j'écrivais ça, la partie sud n'avait pas commencé à connaître ce fiasco que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc on écrit par rapport à son époque. Donc, la mort de Kadhafi, voilà pour clôturer. Donc, Kadhafi, je pense que tout le monde connaît Kadhafi ici. Tout le monde connaît Kadhafi? Oui. Comment ça, non? Vous êtes né à quelle année? Voilà. Voilà. Donc, Kadhafi, on sait pourquoi il a été tué. Kadhafi a été tué pour ses convictions. Kadhafi a été tué tout comme Thomas Sankara a été assassiné. Il a été assassiné comme Malcolm X l'a été. Il a été assassiné comme Martin Luther King l'a été. Il a été assassiné comme Patrice Lumumba et toutes les personnes qui se sont battues pour l'Afrique, qui continuent de se battre pour l'Afrique, ils ne vont pas rater la moindre occasion de les descendre. Voilà. Donc c'est pour cette même cause que Kadhafi a été assassiné. Il avait des projets pour l'Afrique. Il avait de grands projets pour l'Afrique. Il voulait nous faire sortir de ce tunnel-là.
et les Blancs, ils n'ont pas aimé. Voilà. Donc, j'ai écrit cet ouvrage avec la contribution d'un auteur camerounais a donné beaucoup de raisons pour lesquelles Kadhafi a été tué. Il a dit que la première raison, c'était un satellite africain RASCOM. Voilà. C'est la Libye de Kadhafi qui offre à toute l'Afrique sa première vraie révolution des temps modernes. Assurer la couverture universelle du continent pour la téléphonie, la télévision, la radiodiffusion et de multiples autres applications telles que la télémédecine et l'enseignement à distance. Il voulait créer le Fonds monétaire africain, Banque centrale africaine, Banque africaine des investissements. Il voulait créer l'Union régionale comme frein à la création des États-Unis d'Afrique. Ils ont fait l'Union régionale comme frein à la création des États-Unis d'Afrique. Kadhafi a permis de laver l'humiliation de l'apartheid. Donc son nom est cité dans beaucoup de documents et il a été intermédiaire au nom de l'Afrique pour que la paix revienne et pour que l'Afrique également soit un continent moins exploité, pour ne pas dire un continent non exploité. Je vais aussi lire un petit extrait de ce que moi j'ai écrit à propos. Parce que ce que j'ai cité vient de mon confrère camerounais, Jean-Paul Pougala. Voilà. Donc moi j'ai dit que je ne vais pas pouvoir énumérer tout ce que nous, bas peuples, vivons comme calvaire, alors que nous méritons une vie normale. Maintenant, je m'adresse aux chefs d'État, aux mauvais dirigeants africains. Quand ôteriez-vous donc le boubou du déshonneur? Quand couperiez-vous le cordon avec Papa France? Quand prendriez-vous pour un ou quelques Français, alors que des milliers de vies se font arracher sous vos cieux chaque jour sans aucune réaction de votre part et encore moins de la leur? Je suis dépassée par cette expertise que vous avez d'être les pires éhontés qui existent. Et votre dignité et vos valeurs. C'est vraiment honte de voir de ce que nous sommes devenus. J'ai honte de nos dirigeants. Honte de ce que, c'est vraiment honteux, je voulais dire, de voir ce que nous sommes devenus. J'ai honte de nos dirigeants. Honte de tout ce que nous représentons comme échec. J'ai honte de la célébration majestueuse des supposées fêtes d'indépendance, alors que nos ascendants se seraient pendus à notre place. Cependant, j'ai foi que la jeunesse consciente relèvera le défi. J'ai foi au sang guerrier, au sang royal et noble qui coule dans nos veines. Nos valeurs perdues, nous allons les chercher et les retrouver. Notre dignité perdue, nous la retrouverons en retournant à nos sources, mais sans développer de haine. Nos biens volés, nous ne pouvons pas les récupérer, mais nous pouvons dire désormais halte via des actions concrètes. Voilà. Donc ça, c'était pour conclure le livre. Merci.